J'ai du mal à comprendre ce qui marche. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça marche. On pourrait me dire oui, mais sur YouTube il y a tout, il y a à boire et à manger. Je préfère me dire que c'est moi le problème, en fait. Je préfère me dire que c'est peut-être moi qui ai vieilli. Salut à tous, me revoilà de retour avec une vidéo assez pimentée pour commencer cette nouvelle année sur de bonnes bases. 2020, pas de quartier, on fonce dans le tas, on dit les choses telles qu'elles devraient l'être et on démonte tout pièce par pièce. Je m'excuse d'avance auprès de la petite caste journalistique du service public pour qui cette vidéo pourrait être synonyme de cauchemar, et petit conseil à tous ceux à qui cette vidéo plaira, n'hésitez pas à la partager partout car sa durée de vie pourrait être aussi longue que celle d'un Pierre Bérégovoy après son discours du 23 mars 93. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Suicidez-le. Il était dans un petit bosquet étendu. Ciao et bonne année. Bonjour très chers auditeurs et auditrices, vous écoutez la voix de Portici. On ne compte plus les édifices de pierre d'inspiration maçonnique dans la capitale parisienne, et ne parlons même pas de ces grands principes marqués sur les consciences collectives dans lesquels on peut entendre liberté, égalité, fraternité ou encore laïcité. Indéniablement, la maçonnerie a culturellement marqué l'histoire récente de la France. Ne pas l'admettre tient du nihilisme intellectuel. Le but de cette vidéo sera le plus objectivement possible et en me basant sur des sources jugées fiables par les médias dominants, de mesurer et juger son impact sur la politique actuelle. Démarche intellectuelle que je m'impose afin de corser le travail des pseudo-débunkers et décodeurs du web estampillés mainstream qui s'érigent en avocats de journaux ou médias qui ont pourtant tant à nous apprendre en matière de fake news. Il ne sera donc pas question ici de donner mon opinion personnelle sur la maçonnerie pour qui j'ai un avis aussi tranché que Mélenchon lorsqu'il aperçoit le très marial drapeau européen au sein de l'Assemblée nationale. Et franchement, on est obligé de supporter ça. Mais plutôt de l'observer sous le prisme d'un réseau d'influence. Beaucoup de médias, particulièrement situés à gauche, décryptent brillamment la mainmise du dieu argent sur le monde politique, et à raison. Mais pouvons-nous véritablement imaginer que le monde de la finance soit l'unique force de coercition? La franc-maçonnerie n'est-elle pas elle aussi à considérer, à l'instar de bien d'autres, comme un réseau d'influence? Ah, lentement derrière vos écrans, je peux deviner certaines mines se crisper, un climat malaisant s'installer, des pensées mimétiques hurler les fameux mots théorie du complot. J'aime ça, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Vous sortir de votre zone de confort et vous proposer une lecture s'éloignant de celle de la doxa dominante et du complotisme youtubesque primaire façon Christ cosmique. Et si vous pensez que c'est sans intérêt, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Suivez bien tout jusqu'au bout et vous comprendrez. Petit détail important avant de commencer. Je tiens une bonne fois pour toutes à bien préciser que chaque fois que je parlerai de la maçonnerie ou de syndicats dans cette vidéo, ce sera pour évoquer des actions d'acteurs importants qui composent ou représentent ces institutions. Car je ne m'intéresse qu'à l'essentiel. Lorsque des syndicats ou des loges prennent certaines positions, bien évidemment que tous les syndiqués et tous les frères la truelle n'y sont pas forcément favorables et donc pas à tous mettre dans le même sac. Y avait-il véritablement besoin de préciser? Ah mais complètement. CNews, nous sommes le 14 décembre 2017. Pascal Praud, présentateur de la chaîne privée, ne comprenant pas tout de l'affaire Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, soupçonné d'avoir transmis une note confidentielle à Thierry Solaire concernant une enquête qui n'avait pas encore été ouverte contre ce dernier, pose la question qui fâche. Je vais vous poser la question qui fâche. Et pardonnez-moi de la poser, peut-être n'avez-vous pas la réponse. Est-ce que tous les deux sont francs-maçons? Ce qui aura pour don d'énerver le ô combien chevaleresque avocat de Nordal le Landais. Venir dire qu'il s'agit d'une petite silhouette d'une enfant, c'est contraire à la réalité objective. Alain Jakubowicz. Alors, je n'en sais rien. Non, mais... C'est une très bonne question. Ils sont copains, en tout cas. Je pose la question. Mais on peut pas... Vous trouvez que c'est une bonne question? Mais c'est un scandale, cette question. Ah, c'est un scandale? Ah bah pour moi, oui. Pourtant, cette question était légitime, voire même à caractère très journalistique. C'est trop rare pour ne pas le souligner. Ah bon, bah alors je retire ma question. Non mais j'essaye d'expliquer, j'essaye de savoir pourquoi. C'est une bonne question. Olivier de Lagarde a dit tout à l'heure. C'est une bonne question, je suis désolé. Olivier de Lagarde a dit tout à l'heure, ils sont pas dans le même camp. Moi j'essaye de comprendre. Qu'est-ce qui Il y a pousse? du lien secret entre Voilà, donc je dis, Ça peut être simplement des liens amicaux, Pascal. Est-ce que j'aurais pu dire, est-ce qu'ils sont amis? Ouais. Il serait pas juif. La réduction ad iterum. Un tel tonnet de nervosité chaque fois que le mot franc-maçonnerie est évoqué. Si parmi vous qui m'écoutez, certains se sentent mal à l'aise dès que ce mot est prononcé, posez-vous les bonnes questions. Certains le sont par peur d'être assimilés à des complotistes, d'autres par ignorance, mais il y en a qui le deviennent parce que... peut-être que... Monsieur le grand maître.
Après tout, ça les regarde. Souvent, les gens ont tendance à oublier qu'au-delà de son caractère initiatique, philosophique et voire même spirituel, la franc-maçonnerie est avant tout, à l'instar de bien d'autres institutions, une organisation humaine. Et qui dit organisation humaine dit rencontre, et qui dit rencontre dit relation, réseau de relations, et qui dit relation dit amitié, ou plutôt fraternité dans le cas qui nous intéresse. Et le serment maçonnique liant le maçon à son obédience et donc implicitement à ceux qui la composent, à savoir ses frères de loge, accentue encore plus le caractère réseauteur, pour le néologisme, de la maçonnerie. Et ce n'est pas son hermétisme et sa discrétion qui me diront le contraire. Donc Pascal Praud a raison quand il pose sa question, car tout est propice dans la maçonnerie pour tomber dans l'affairisme. Ce culte du secret, c'est le paravent qui permet tous les arrangements, c'est un de vos interlocuteurs qui vous dit ça. D'ailleurs, vous plaidez aux côtés de ceux de plus en plus nombreux au sein des loges qui veulent en finir avec cette part d'ombre, une part d'ombre qui n'est plus vraiment en phase avec la société de transparence dans laquelle on vit. Il se trouve que quand on est initié, on prononce un serment, et que ce serment concerne essentiellement deux choses, c'est le secret et la solidarité. Pour ce qui concerne le secret, eh bien, on promet de ne pas révéler les travaux en loge, ce que je trouve très bien, et de ne pas révéler qui est franc-maçon. Et là, sur le secret d'appartenance, il y a un vrai problème. C'est que, par exemple, je prends un exemple simple, quand un magistrat est franc-maçon, que le prévenu est franc-maçon, et que son avocat est franc-maçon, éventuellement l'expert judiciaire aussi, ça peut poser un problème. Maître Méry va constater par lui-même à quel point l'affaire Ezel dérange. Il y a un clash avec ce juge, qui refuse de me donner le dossier, et qui me prend d'ailleurs un petit peu d'abord à partie pour essayer de me mettre de son côté. Et qui me dit, maître, on ne peut rien faire dans ce dossier, vous avez la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que vous voulez faire contre la franc-maçonnerie? Comme cadeau de bienvenue, Éric de Montgolfier trouve à Nice une trentaine de dossiers qui ont été enterrés par ses prédécesseurs. Le nettoyeur se lance alors dans une croisade contre les réseaux d'influences occultes. Il y a ici des loges maçonniques influentes. C'est une surprise pour moi. Le résultat ne se fait pas attendre. Les mises en examen de certains francs-maçons se multiplient et personne n'est à l'abri, pas même le doyen des juges de Nice, Jean-Paul Renard, franc-maçon, soupçonné d'avoir utilisé frauduleusement le fichier national du casier judiciaire. Comme vous avez pu l'entendre dans l'interview de Sophie Cognard, plusieurs francs-maçons assoiffés de transparence demandent à ce que cesse la politique d'opacité structurelle des obédiences maçonniques quant à l'appartenance du maçon à sa loge. Et ce qui rend justement leur volonté de transparence assez intéressante, c'est que justement ces derniers la justifie par le fait qu'ils veulent faire cesser l'affairisme maçonnique qui est encouragé par cette opacité structurelle de la maçonnerie. C'est super intéressant ça. C'est super intéressant cela parce que ça a été dit de personnes qui sont justement de ces milieux. Donc des personnes qui savent de quoi elles parlent. Alors, les deux autres extraits que je vous ai fait passer, c'était un extrait d'un documentaire de Carl Zero qui parle de la mort mystérieuse de Monsieur Ezel, et la personne que vous avez entendue dans cet extrait, c'était l'avocat de la famille Ezel. Et ce dernier dit clairement que le juge qui était en charge de ce dossier a dit qu'il ne fallait pas aller plus loin parce qu'il y avait la maçonnerie. Ce monsieur n'est pas un complotiste, c'est quelqu'un qui connaît le dossier mieux que quiconque, ok? Ensuite, dans le dernier extrait, eh bien, vous avez pu entendre monsieur Éric de Montgolfier parler, qui lui-même était procureur. Donc de ses propres mots, il dit clairement qu'il a eu affaire à de puissants réseaux d'influence maçonnique, et ce dernier, lorsqu'il a été placé à Nice, a fait le nettoyage. Il a fait tomber pas mal de réseaux et a mis pas mal de personnes en prison. Voilà ce qui se passe lorsque quelqu'un décide de plonger les regards dans l'opacité de ces réseaux. Donc tout ceci étaye le pourquoi monsieur Pascal Praud a posé cette question très légitime sur le plateau de CNews, pour le plus grand malheur de monsieur Jakubowicz, qui, je le rappelle, était l'illustre avocat de monsieur Nordal Lelandais, qui s'est permis justement de se payer la tête des parents de cette pauvre victime. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur les affaires démantelées par monsieur Éric de Montgolfier, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien juste au-dessus de cette vidéo. Allez, passons à l'étape suivante. Influence, pouvoir social et politique de quelqu'un, d'un groupe, qui leur permet d'agir sur le cours des événements, des décisions prises, etc. Maintenant, commençons à rentrer dans les choses sérieuses. La franc-maçonnerie exerce-t-elle un pouvoir lui permettant d'agir sur le cours des événements ou des décisions prises? À cette question, certains rétorqueraient que c'est un fantasme, d'autres... Mais oui, c'est clair. Alors pour répondre à cette question de façon ludique, j'ai décidé de commenter certains passages d'un documentaire de France 5 datant de 2009 intitulé « Les francs-maçons et le pouvoir » dont le lien se trouve en description. J'ai choisi cette vidéo-là pour la qualité des intervenants qui sont pour la majorité d'entre eux francs-maçons et pas des moindres puisqu'on y retrouve plusieurs anciens grands maîtres de loges importantes de France. Estimant que leur crédibilité est au-dessus de celle de tous les Big Brother experts en complotisme, je m'empresse donc d'appuyer sur play pour vous passer les extraits. Durant ces extraits, je vais faire des commentaires qui me serviront de critères pour les analyses qui arrivent par la suite. Donc ne soyez pas étonnés si je dis des évidences, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a perdu le sens des évidences et de la simplicité. Donc pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le sujet, si j'enfonce des portes ouvertes, c'est tout à fait normal. Ah oui, en fait, si je devais vulgairement résumer le documentaire pour ceux qui ne prendront pas la peine d'aller le regarder en intégralité, eh ben je le résumerai comme ceci. La franc-maçonnerie fut à son apogée lors de la 3e République, puis elle a été en déclin lors de la 4e, mais François Mitterrand l'a remis sur la carte lors de la 5e République. Mais bon, malgré ça, aujourd'hui la franc-maçonnerie ne pèse plus grand chose, car en réalité, il y a peut-être 10% de francs-maçons dans les gouvernements. Vous vous doutez bien qu'en réalité, nous verrons que les choses sont bien plus complexes que ça. Allez,
Magnéto. Il ne faut pas oublier que parmi les fondateurs de la Troisième République, vous avez Gambetta, Jules Ferry, qui sont les deux grands noms de la fondation de la Troisième République, et tous les deux sont francs-maçons. À partir de 1880, les différentes victoires des candidats républicains vont permettre aux francs-maçons d'entrer massivement à la Chambre des députés et au Sénat. Plus d'un tiers des parlementaires est alors franc-maçon. Une partie des sujets de société discutés dans les loges depuis des années vont ainsi devenir des textes de loi de la République. Alors dans ce passage, très intéressant, on voit que la franc-maçonnerie lors de la Troisième République était aux manettes. Donc la franc-maçonnerie a exercé le pouvoir. La Quatrième République, contrairement à la Troisième, est ouverte aux catholiques. Pourquoi? Parce que ce qui crée désormais la légitimité républicaine, ce n'est plus la laïcité, même s'il faut être laïque naturellement, c'est la résistance. En 1958, les francs-maçons sont désormais trop peu nombreux parmi les parlementaires, autour des unis, pour s'opposer au vote des pleins pouvoirs au général de Gaulle. De Gaulle, le militaire. Écoutez, oui, on a remarqué que le général de Gaulle était militaire. Déjà, entre 44 et 46, lorsqu'il était président du gouvernement provisoire de la République française, je rappelle qu'il faisait partie d'un gouvernement qui ne reconnaissait pas le gouvernement vichiste, qui avait à sa tête le maréchal Pétain, qui avait une certaine antipathie envers les francs-maçons. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on précise qu'il était militaire, d'autant plus qu'il avait abrogé les lois anti-maçonniques de Vichy en 1943 à Alger, affirmant que la franc-maçonnerie n'avait jamais cessé d'exister. Donc militaire ou pas, il y avait déjà pas à s'en faire en 58. De Gaulle, le militaire. De Gaulle, le catholique. Ça devient intéressant. Il nous est dit que le général de Gaulle était catholique, c'est-à-dire que là on parle de ses convictions personnelles, de sa foi personnelle. Mais on nous fait comprendre que justement, puisqu'il était catholique, eh bien il y avait quelque part, j'ai envie de dire, panique en loge. Et on rajoute en disant que s'il y avait eu plus de francs-maçons au Parlement à ce moment-là... Les francs-maçons sont désormais trop peu nombreux parmi les parlementaires, autour des unis, pour s'opposer au vote des pleins pouvoirs au général de Gaulle. Eh bien, ces derniers auraient fait en sorte que le général de Gaulle n'ait pas les pleins pouvoirs dans le contexte de crise que la France a connu en 58, rajoutant par la même occasion que son retour au pouvoir n'était pas du goût de beaucoup de maçons. Je sais pas si on se rend compte du truc. Donc cela veut dire en substance que ces francs-maçons admettaient, bien sûr, le fait évident que les convictions personnelles d'une personne, la foi qu'elle pouvait avoir, les valeurs auxquelles elle pouvait croire, les philosophies qu'elle pouvait embrasser, la religion qu'elle pouvait embrasser, pouvaient avoir une incidence directe sur la politique. Ok, mais si c'est vrai pour le général de Gaulle, pourquoi cela ne serait-il pas vrai avec les francs-maçons qui sont à des postes à haute responsabilité? En réalité, le documentaire répond déjà à cette question puisqu'ils affirment que s'ils avaient été en nombre au Parlement, ils n'auraient pas donné le pouvoir au général de Gaulle. CQFD, plus il y aurait de francs-maçons au sein d'un gouvernement, plus ces derniers seraient susceptibles de voter des lois en phase avec leurs valeurs, leur idéologie, leur philosophie, leur spiritualité. Voici d'ailleurs un extrait qui montre qu'ils ont soutenu François Mitterrand justement parce que ce dernier portait en lui des valeurs similaires à la maçonnerie. Les francs-maçons cherchent aussi à revenir dans le jeu politique. À gauche, Charles Hernu, membre du club des Jacobins, décide d'aider François Mitterrand qui n'a plus ni parti ni tribune. Il y a eu, si vous voulez, dans les années 70, un certain nombre de maçons de gauche qui ne se sont pas satisfaits du Parti socialiste tel qu'il était et qui ont constitué des clubs ou des formations politiques comme la Convention des institutions républicaines parce qu'ils avaient le sentiment que celui qui répondait le mieux à leurs aspirations philosophiques, maçonniques, politiques, à leur sensibilité, etc., c'était François Mitterrand, et qu'ils ont voulu l'aider à accéder au pouvoir. Pour les francs-maçons qui l'ont soutenu, c'est un retour en grâce. C'est un retour en grâce, donc il y a bel et bien une volonté de vouloir rentrer dans les affaires politiques de la part de la franc-maçonnerie. François Mitterrand est élu président de la République sur un programme politique de 110 propositions censé changer la vie. Les 110 propositions sont toutes nourries du projet socialiste et de la main de François Mitterrand, et bien évidemment, la plupart sont issues des idées qui avaient été données dès le début des années 70 par les loges. Capacité de transmettre des propositions de loi par des loges maçonniques. Le grand maître de la Grande Loge de France, Jean Verdun, m'a confié que le Grand Orient, d'ailleurs, ne se sentait plus. Il avait les chevilles qui avaient triplé de volume. Ils avaient le sentiment que, dès lors, ça y est, c'était une renaissance du Grand Orient au sein de la République, et que pas une loi ne devait être adoptée à l'Assemblée sans être passée par l'obédience Grand Orient. Propos traduisant la volonté du Grand Orient de France de contrôler les lois votées en République française. Je cite, « Ils avaient le sentiment que dès lors, ça y est, ils assistaient à une renaissance du Grand Orient de France en République, la renaissance faisant référence à la Troisième République, pendant laquelle la franc-maçonnerie était toute puissante. » École laïque, le grand combat de la franc-maçonnerie. En 1983, Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale, défend un texte de loi visant à supprimer l'aide financière de l'État aux écoles privées. Il est indéniable que le texte sur le grand service public unifié d'éducation nationale était un remerciement, un cadeau, un retour d'ascenseur à la franc-maçonnerie. Volonté de la part du gouvernement de Mitterrand de remercier la maçonnerie de l'avoir aidé à accéder au pouvoir. Ça s'est très mal passé.
que Monseigneur Lustiger a mobilisé plus d'1 million de gens dans la rue. Voyant la situation, le président Mitterrand, je me souviens très bien, nous a dit quand il y a 1 million de gens dans la rue qui ne veulent pas d'un texte, on retire le texte. Les francs-maçons cherchent toujours à comprendre pourquoi ils ont échoué en 1983. Ce sujet n'est toujours pas passé. C'est la petite histoire qui ne passe pas, une aigreur permanente. Alain Bohort, ancien grand maître du Grand Orient de France de 2000 à 2003, nous dit que les francs-maçons ont toujours cette aigreur jusqu'à aujourd'hui. Sachant que ce documentaire a été tourné en 2009, la question que je me pose, cette aigreur traduit-elle encore la volonté de la maçonnerie aujourd'hui de s'imposer dans la politique française? De quoi cette aigreur est-elle le nom? Pourquoi, alors que sur le terrain politique, les idées maçonniques portées par la gauche avaient obtenu la majorité à l'Assemblée, l'élection de François Mitterrand, l'abolition de la peine de mort, la libéralisation des ondes, de la radio-télévision, tout le programme y était passé. Et sur ce terrain-là, qui était le cœur du message de la fin de la guerre avec l'Église catholique, non seulement ça ne passait pas, mais en plus la révolte d'une partie importante de la population transformait la tentative en désastre. Difficulté pour la maçonnerie de comprendre la révolte d'un peuple allant à l'encontre d'une loi ou un ordre qui arrange les loges. Très important de comprendre ça pour la suite. Dans les années 2000, la franc-maçonnerie cherche une nouvelle place dans le débat public. Elle sera désormais à découvert et le pouvoir politique s'autorise à la consulter. Mesdames et messieurs les grands maîtres, mesdames, messieurs, je suis heureux de recevoir aujourd'hui les représentants d'une tradition philosophique qui a pris une part si importante en France et dans le monde à l'élaboration et à la diffusion des idées républicaines. Ce passage de Jacques Chirac est juste là pour nous rappeler que la République française est une création de la maçonnerie. C'est lui-même qui le dit. Et justement à ce sujet, ça c'est juste une petite parenthèse, je m'étonne de plus en plus que dans le vocable télévisuel, on nous parle beaucoup plus de République que de France. La France, elle existe, elle a eu plus de 1000 ans, tandis que la République n'a même pas encore 300 ans. Donc c'est quand même important de bien le préciser. Ce n'est pas la République qui a créé la France, mais c'est de la France qu'est sortie la République. On a des lois. On a la République, on a la laïcité. Mais les lois, la République et la laïcité sont des cadres d'exercice d'un gouvernement. Et on a voulu faire de ces cadres l'âme de ce pays. Mais moi, par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple. Le matin, je me réveille, je suis française, je suis pas républicaine, de la même manière qu'un Iranien ou que, je sais pas, ou qu'un Chinois. Il y a des républiques qui sont populaires, d'autres qui sont islamiques. Il y a la République française. Mais le matin, je suis française. Quand je mange, eh ben, j'accède à une gastronomie française, pas républicaine. Quand je parle français, pas républicain. Alors je reprécise bien que le but de cette vidéo n'est pas de savoir si vous êtes d'accord ou non avec tel ou tel combat de la franc-maçonnerie sur le plan politique, mais plutôt justement de se questionner sur le caractère démocratique de cette influence. Résumons. Bon, dans un premier temps, faisons abstraction de la conclusion du documentaire disant que la présence de frères Latruelle au gouvernement, alors sarkozyste, n'était que de l'ordre de 10%, donc pas assez pour y accorder une importance particulière. Le nombre de parlementaires francs-maçons, Assemblée, Sénat, Parlement européen, est d'environ 10% de l'effectif, c'est-à-dire il y a environ 1 millier de parlementaires tout compris, ça fait à peu près 10% de l'effectif. Aujourd'hui, le pouvoir n'est plus dans les obédiences. Nous allons revenir là-dessus plus tard. Sans ambiguïté aucune, une idée claire ressort de ce visionnage que je pourrais résumer comme ceci. De même qu'un catholique comme De Gaulle était susceptible de porter des décisions en accord avec sa foi personnelle, de même la maçonnerie, à l'instar de sous la Troisième République, a toujours eu pour volonté d'influer sur les décisions politiques via son matériel humain situé dans l'échiquier gouvernemental. Plusieurs lois, dont celle sur l'avortement portée par Simone Veil et d'autres promulguées sous le gouvernement mitterrandien, furent discutées en loge avant de faire force de loi. Souvenez-vous maintenant de la définition de l'influence. Nous voyons clairement ici l'exercice du pouvoir d'un groupe qui leur permet d'agir sur les décisions prises en politique. Même s'il ne faut pas prêter à la maçonnerie une puissance omnipotente, son influence dans la politique française n'est pas à négliger. Et maintenant à l'argument du documentaire disant que 10% de francs-maçons dans un gouvernement ne peuvent pas avoir de l'influence dans la politique d'un pays, je rétorque ma parabole suivante. De même qu'il ne faut qu'une pierre angulaire pour qu'une construction soit édifiée, la maçonnerie n'a besoin que de quelques pierres particulièrement bien placées pour continuer à subsister. Cette règle est vraie même en dehors de la maçonnerie, car c'est simplement de l'ordre de la raison. Les postes clés à haute responsabilité étant rares, il serait bien hasardeux de considérer une quantité en la décorrélant de sa qualité. D'ailleurs, en parlant de cela, nous verrons comment cela s'organise dans le gouvernement Macron, qui est bien loin d'être aussi investi de fils de la veuve que le gouvernement de son prédécesseur Hollande, mais bon, nous verrons ce point là plus tard. Allez, prenons un cas pratique et récent qui illustre bien la problématique d'ordre quasi-démocratique que posent les serments maçonniques auxquels sont liés plusieurs de nos élus.
stupeur. Le 23 avril, après l'annonce des résultats des présidentielles 2017 de l'entre-deux-tours, qui a vu Emmanuel Macron et Marine Le Pen au coude à coude, Jean-Luc Mélenchon, alors malheureux troisième, refuse de donner des consignes de vote aux membres de son parti. Ce soir-là, nous avons assisté à un véritable cirque démontrant assez bien l'impasse démocratique dans lequel le pays est plongé dès que le Rassemblement national se trouve au second tour d'une présidentielle. Tel un contrat qui devait être naturellement honoré, tous les présidents de partis défaits, dont François Fillon, se sont empressés de porter un soutien au candidat Emmanuel Macron. Mais un seul ce soir-là, c'était à mon sens comporté en digne démocrate. Chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier, dans un premier temps, avait implicitement refusé de rentrer dans la combine du soutien à la Macronie et en toute objectivité, bien qu'étant apartisan, j'avais trouvé ce soir-là sa réaction absolument géniale. Mais quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre qu'en réalité, ce dernier avait pour certains, par sa non-consigne de vote, quasi commis un crime. Les médias comme BFM traitaient le sujet comme une véritable affaire d'État. Méluge devait parler. Pour eux, il était devenu normal que tout le monde soutienne Emmanuel Macron. C'était soit lui ou le chaos apparemment. Mais je n'étais même pas encore arrivé au bout de mes surprises, car une voix vieille de 300 ans s'était levée pour condamner Jean-Luc Mélenchon. C'est au milieu de l'agitation, au milieu des vagues déferlantes, que l'on peut apercevoir d'étranges créatures sortir des abîmes. Jean-Luc Mélenchon fut durant cette période-là la cible de son obédience maçonnique. Lui qui a été initié à la loge Roger Leray, le Grand Orient de France, l'obédience la plus importante du pays. C'est du jamais vu. Comment est-ce possible qu'une loge s'ingère aussi visiblement au milieu de la course à la présidentielle? N'est-il pas écrit dans leur charte qu'il leur est interdit d'interférer dans les affaires politiques? Plusieurs loges situées à gauche avaient déjà conjointement choisi leur candidat. Il n'y a qu'à lire les noms des signataires des communiqués du Grand Orient de France pour le comprendre. Et l'interview pour l'Express que je vais vous lire maintenant, du grand maître du Grand Orient de France de l'époque des faits, n'est rien d'autre que la réitération de ces divers communiqués. Place à la lecture de l'interview de Christophe Abba, donnée au lendemain des résultats du premier tour par François Coche de l'Express. Nous sommes inquiets de la progression de Marine Le Pen. Sans hésiter, nous appelons à faire barrage au FN en votant pour le seul candidat républicain, Emmanuel Macron. Il s'agit de défendre les fondements de la République, les valeurs démocratiques et laïques, pas la laïcité dévoyée par le FN. Comment analysez-vous le refus d'appeler à voter contre le FN de Jean-Luc Mélenchon, le seul candidat franc-maçon, membre du GOF? J'aurais préféré qu'il s'engage spontanément en faveur du seul vote possible, Emmanuel Macron. J'espère qu'il le fera. Il a choisi de poursuivre sa campagne de dénonciation du néolibéralisme avant toute consigne de vote. Notre position est donc différente. Le refus de Jean-Luc Mélenchon de donner des consignes de vote à l'entre-deux-tours des présidentielles 2017 a, d'après le magazine Le Point, fait que certains ont jugé qu'il serait bon de déposer plainte auprès de la Chambre suprême de la justice maçonnique, l'instance juridique du Grand Orient de France. Car, je cite, ouvrez les guillemets, écoutez bien, refuser d'appeler à voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, c'est contre les valeurs de la maçonnerie. Cette phrase est exceptionnelle. Parce qu'autrement dit, s'il faut décrypter ça, appeler à voter En Marche, ça va dans le sens des valeurs de la maçonnerie. Et écoutez, qu'est-ce que je peux dire? C'est simplement que plusieurs années plus tard, aujourd'hui, quand on fait un peu le compte, on est en plein milieu du quinquennat Macron, si on devait aujourd'hui considérer ces valeurs à l'aune de la Macronie, il y aurait objectivement de quoi faire exploser davantage le sentiment de défiance que beaucoup ressentent déjà envers le maçonnisme. Suite à tous ces épisodes pour le moins cocasses et révélateurs d'une maçonnerie qui sait faire pression sur ses récipiendaires politiques un petit peu réfractaires, tout ceci me pousse à me poser une question simple. Comment un chef d'État, digne de ce nom, peut-il amener son pays dans les bras de Dame Liberté quand lui-même se trouve lié par les chaînes de ses serments donnés en loge? Honnêtement. Puisque lorsqu'on se remet dans le contexte de l'entre-deux-tours, qu'est-ce que c'était Jean-Luc Mélenchon? Il ne s'était rien d'autre que d'écouter sa base, la base de la France insoumise, sur les consignes de vote à prendre. Et je trouve cela très démocratique. Mais maintenant, quand je vois qu'il a subi plusieurs pressions, qu'est-ce que cela va donner le jour où il sera au pouvoir? Et est-ce que cela concorde avec la conception que chacun se fait de la démocratie? Aujourd'hui, on parle beaucoup de référendum d'initiative citoyenne, de la nécessité d'avoir une démocratie de plus en plus pure et saine. Mais est-ce qu'avoir un chef d'État, là j'ai pris l'exemple de Jean-Luc Mélenchon parce que c'était l'exemple le plus marquant, mais est-ce qu'avoir un chef d'État qui subit des pressions lorsqu'il essaye tout simplement d'écouter sa base au détriment de son obédience concorde avec l'image que vous faites, vous, de la démocratie? Car encore une fois, lorsque je parle de pression, ce n'est pas juste pression via médias interposés. Non, bien sûr que non, les leviers de pression du Grand Orient de France sont bien plus larges que cela. On fustige énormément et à juste titre Emmanuel Macron à cause des alliances ténues qu'il a avec les réseaux financiers. Mais il me semble aussi très important de se pencher aussi sur les réseaux maçonniques et surtout les réseaux d'influence qui de toute façon exercent ou sont susceptibles d'exercer un pouvoir de coercition sur le pouvoir politique. Je suis uni à votre histoire.
par d'innombrables liens. Jean-Luc Mélenchon, comme le révèle le magazine L'Express, serait visé par une procédure de suspension temporaire du Grand Orient de France. Cette décision arriverait suite à la perquisition de son appartement et des locaux de la France Insoumise le 16 octobre. Quel intérêt d'avoir une France insoumise à tout, sauf à la maçonnerie? Cette question est très sérieuse. Le cas d'Emmanuel Macron est à peu près similaire. Il n'est peut-être pas franc-maçon lui-même, mais il est tout de même lié par toutes sortes d'alliances néfastes pour la démocratie. D'ailleurs, comme le disait très justement l'ancien grand maître du Grand Orient de France, M. Daniel Keller, à Robert Badinter lorsque ce dernier reçut la Marianne Jacques maçonnique, on peut très bien être franc-maçon sans tablier, ce qui est, dit-il, encore mieux que de porter un tablier sans être maçon. Et cela, comme beaucoup avant lui, Emmanuel Macron l'a incarné à la perfection. Dès sa première photo d'investiture avec les membres de son gouvernement, on pouvait déjà remarquer qu'il avait bien respecté la règle des 10% mis au poste clé. Mais nous n'allons pas nous arrêter sur Jean-Yves Le Drian, Richard Ferrand, Jacques Mézard, nommé le 14 février 2019 au Conseil constitutionnel, et encore moins sur les proches de ces milieux comme Marlène Schiappa et Édouard Philippe, dont les pères sont d'éminents maçons. D'ailleurs, Jean-Marc Schiappa fut aussi un temps délégué syndical Force ouvrière. Nous aborderons plus tard le sujet des syndicats qui est pour le moins intéressant et d'actualité. Arrêtons-nous plutôt sur Gérard Collomb. La franc-maçonnerie aujourd'hui encore possède de nombreux fiefs qui sont quelquefois des lieux où s'exerce le pouvoir régalien. Je pense au ministère de l'Intérieur. Gérard Collomb, franc-maçon assumé du Grand Orient de France et homme politique expérimenté, a été un grand soutien d'Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle, lui faisant bénéficier de ses conseils et de ses réseaux. Le chef du cabinet de Gérard Collomb à la métropole lyonnaise, Jean-Marie Girier, était même devenu le directeur de campagne de Macron. Après avoir donné sa démission le 1er octobre 2018 du poste ô combien important de ministre de l'Intérieur où le plaça, histoire de lui rendre l'appareil, Emmanuel Macron, Gérard Collomb avait confié que sa plus grande déception avait été l'abandon de la promesse d'un pacte girondin par son poulain Emmanuel Macron. Cette promesse avait été faite par Manu le 3 juillet 2017, soit au moins 2 mois après son élection. Le 9 novembre 2017, c'était au tour du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb de proposer ce pacte aux élus de la République. Mais si on revient en arrière, à savoir durant la campagne présidentielle, cette proposition de pacte girondin défendue par Emmanuel Macron a réellement été incarnée par Gérard Collomb. Dans un article du Nouvel Obs datant du 30 mars 2017, Gérard Collomb, maire de Lyon, pour convaincre ses auditeurs de la nécessité d'instaurer un pacte girondin, prend en exemple sa gestion de la ville de Lyon qui confine à la gestion girondine. Pour comprendre ce qu'est le pacte girondin, il faut retourner en 1791. Cela fait référence aux députés girondins autrefois opposés à la vision centralisatrice du pouvoir portée par les Jacobins. Cette idée qui me paraît à certains égards intéressante ne rassure cependant pas totalement car elle donnerait plus de pouvoir aux notables locaux et donc renforcerait l'idée d'une Europe fédérale des territoires à la sauce Koudanov de Kalergie. Mais bon, là je n'ai pas le temps de trop développer là-dessus. D'après le site du Grand Orient de France, ces Girondins étaient, je cite, surreprésentés par des maçons. Mais ça tombe bien, car d'après le magazine Challenge, qui dit avoir reçu des confidences d'un frère de haut rang, la raison du départ de Gérard Collomb du gouvernement était justement un avertissement de la maçonnerie à Emmanuel Macron. Mais c'était sans compter sur un événement spectaculaire qui allait très vite changer leur rapport. Fin décembre 2018, soit quelques semaines après l'éclatement du mouvement le plus authentique de France depuis plus de 50 ans, le mouvement des Gilets jaunes, la peur au ventre, Emmanuel Macron renoue avec le pacte girondin, le Grand Orient de France et la Grande Loge nationale de France. Cette information, donnée par un initié encore au journal Challenge, a été confirmée quelques mois plus tard par le journal Le Point le 26 avril 2019 qui relate les propos d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse post-Gilets jaunes. Leur voilà, plusieurs mois plus tard, qui répète inlassablement dans son discours la nécessité d'instaurer un pacte girondin. Quelle ironie. Alors qu'il n'en parlait plus du tout depuis plusieurs mois pour le grand malheur de certains maçons. L'authentique et soudain mouvement des Gilets jaunes venus des entrailles de la France lui a fait dire qu'il aurait peut-être dû appliquer les conseils que tonton Coco lui avait prodigués. Mais bon, même s'il l'avait fait, cela n'aurait absolument rien du tout changé à la problématique. Et du côté du Grand Orient de France, et des autres loges en général, il faut le dire, ils ne sont pas du tout Gilets jaunes. Le communiqué du Grand Orient de France datant de début décembre 2018, dont je vous ferai la lecture tout à l'heure de quelques extraits, pertinent, eh bien, le démontre bien. Ils ne sont pas gilets jaunes. Que voulez-vous? Quand on sait que la maçonnerie originelle du XVIIIe siècle en France était essentiellement investie de gens de la haute société, pourquoi s'étonner des réflexes bourgeois qu'elle démontre aujourd'hui envers un peuple qui, après tout, se rebelle contre son candidat? C'est normal. Bonsoir, Priscilla Ludowski. On vous écoute et on vous entend. Vous êtes plutôt sur le terrain des idées, du débat, d'une volonté de dialogue. En même temps, vous êtes avec d'autres leaders, en tout cas organisateurs du mouvement. Maxime Nicole, par exemple, avec qui vous travaillez, vous échangez. Il y avait une déclaration récente ce week-end de Maxime Nicole qui dit qu'Emmanuel Macron est un pion qui a été mis là pour faire plaisir à ceux qui l'ont fait élire, c'est-à-dire les lobbies
et ses petits copains de la franc-maçonnerie. Est-ce que vous approuvez ce genre de déclaration? Est-ce que vous êtes sur la même ligne que lui dans l'analyse de Macron et du pouvoir? Ben oui, monsieur. Même si Maxime Nicole avait dit les choses un peu de façon triviale, nous avons bel et bien la preuve que la maçonnerie a aidé Emmanuel Macron à parvenir à l'Élysée et en retour, elle attend de lui qu'il honore entre autres cette promesse, celle de leur pacte girondin. Mais attention à ne pas non plus caricaturer mes propos. Je précise cela car je sais très bien comment fonctionnent les trolls sur Internet. À aucun moment j'ai dit par exemple qu'Emmanuel Macron était la marionnette de la franc-maçonnerie. Ce serait complètement absurde. J'ai plutôt été très nuancé en ne faisant rien d'autre que de relayer ce que la presse a dit de son rapprochement d'avec les obédiences maçonniques influentes de France au moment de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Or, s'il y a eu rapprochement, cela sous-entend qu'il y a eu éloignement. Et si on parle d'éloignement, cela induit le fait qu'Emmanuel Macron n'est pas sous contrôle de la maçonnerie. Je veux dire, en politique, tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais noir. On sait que tout est plutôt gris. Mais néanmoins, durant la campagne présidentielle, il a bien bénéficié de l'influence des réseaux maçonniques qui l'ont aidé à leur niveau, à l'instar de bien d'autres, à accéder au pouvoir. Vous verrez par exemple en description un article qui montre qu'une confrérie maçonnique le suivait partout dans ses meetings et l'aidait justement durant sa campagne présidentielle. Voilà. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Les candidats à l'élection présidentielle se précipitent avec enthousiasme pour prendre la parole dans nos temples. Pourquoi cet empressement? Pour atteindre les plus de 160 000 frères et sœurs regroupés dans des dizaines d'obédiences, mais surtout parce que chaque initié constitue une petite tête de réseau. Bien sûr, une prestation réussie sous les voûtes étoilées, un discours bien accueilli dans la nappe phréatique maçonnique ne suffit pas à gagner la course à l'Élysée. En revanche, ceux qui méprisent l'opinion des Fils de la Lumière ont toutes les chances de partir avec un lourd handicap. Lionel Jospin, en 2002, et Ségolène Royal, en 2007, l'ont payé au prix fort. Ce que dit l'ancien grand maître du Grand Orient de France, Guy Arzizet, est pour le moins hallucinant. Imaginez une seule seconde si ces propos avaient été tenus par une personne lambda. Je vois que vous êtes devenu complotiste. On l'aurait directement affublé de qualificatifs tels que complotiste ou autre lubie du genre. Lionel Jospin et Ségolène Royal n'auraient pas remporté le sacre suprême, dit-il, car, je cite, ils ont méprisé l'opinion des Fils de la Lumière. Incroyable. Cet article que je ne vous ai lu qu'en partie est très intéressant puisqu'il nous dit aussi que Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen, a tout fait pour coopter des francs-maçons dans ses rangs, comme Gilbert Collard, pour que son parti paraisse suffisamment républicain aux yeux des loges afin de bénéficier des avantages de ces réseaux de l'ombre que certains nous décrivent pourtant comme dénués de pouvoir. Perso, si l'entrisme de la maçonnerie au sein du FN est dû à ça, alors oui, c'est vraiment pitoyable. Donc, comme ça, les candidats à la présidentielle accourent dans les loges pour bénéficier de leur soutien, Alors, après lecture de cette interview, on peut dire que le mythe disant que la maçonnerie n'était puissante qu'autrefois s'écroule. D'ailleurs, comme dirait cet article de Valeurs Actuelles, il n'y a rien de plus risible pour certains hauts initiés que d'entendre pareille assertion, qui, il faut le dire, arrange bien une maçonnerie de plus en plus décriée par ce qu'elle appelle des accusations fantasmatiques provoquées par son intrigante discrétion. Et d'ailleurs, s'agissant de sa relative appétence pour la discrétion, qu'elle justifie fallacieusement en évoquant ses persécutions subies lors de la Seconde Guerre mondiale, il me semble important de rappeler qu'elle a toujours été discrète de tradition, contrairement à la maçonnerie anglo-saxonne, Seconde Guerre mondiale ou pas. De plus, il est fini le temps du maréchal Pétain où lutter contre la maçonnerie était un devoir institutionnel, car, comme le rappelle cette interview du grand maître Guy Arzizet, c'est sous cette nappe phréatique maçonnique que se joue une grande partie des élections. Jamais le regard d'un président n'a été aussi clément à l'égard de cette corporation qu'aujourd'hui. De Mitterrand jusqu'à Macron, tous se sont montrés cordiaux avec elle. Les fils de la veuve ne cessent d'augmenter depuis les 10 dernières années. On les évalue à plus de 180 000 membres en France. Elle compte plusieurs hommes et femmes politiques dans ses rangs. Les candidats à la présidentielle font tout pour y plancher sur des sujets imposés, tels des élèves à qui un professeur demande de faire ses devoirs, et j'en passe et des meilleurs. Bref, cela fait bien longtemps que la maçonnerie ne vit plus sous l'égide de Vichy, car non seulement elle a ses galons suffisamment imposants aujourd'hui pour contribuer à sa manière à faire élire des présidents, mais en plus elle a le pouvoir de contraindre les chefs de l'État lorsque ces derniers s'apprêtent à toucher à leur fameuse loi de 1905. Il faudrait donc qu'ils arrêtent de ressasser un passé que bon nombre d'entre eux n'ont pas vécu, né avec une cuillère en argent dans la bouche. Aujourd'hui, la maçonnerie en a désormais une en or. D'ailleurs, Emmanuel Macron, homme passé par tous les réseaux de pouvoir, le groupe Bilderberg en 2014, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde. Vous connaissez ça, vous? Non. Bah voilà. Young Leaders en 2012, Dîner du siècle en 2017, qui a bénéficié d'une soirée de levée de fonds organisée par la direction de la banque Rothschild en septembre 2016 pour sa campagne présidentielle, n'a pas manqué au devoir important de plancher au Grand Orient de France le 21 juin 2016 sur le thème imposé sur la mondialisation est-elle un progrès? Le Grand Orient de France a aidé à construire notre République, a-t-il commencé son discours.
au Grand Orient de France. Cette allocution que j'ai pu lire grâce aux fuites de Wikileaks où Emmanuel Macron commence par dresser un tableau relativement lucide des effets néfastes de la mondialisation pour les petites gens et son aspect bénéfique pour l'hyperclasse dominante avant de retomber dans le discours relativement creux qui le caractérise, a visiblement plu au réseau maçonnique d'après ce que j'ai pu lire sur le site de l'Express. Étaient présents les représentants des loges du Grand Orient de France, le Chantier des Égaux, Raphaël Billard, La Lumière et la loge Aletheia. Il faut dire qu'après avoir lu un extrait des explications de l'ancien grand maître du Grand Orient de France, expliquant les raisons qui poussent les candidats à la présidentielle d'aller plancher en loge, il n'y a plus de grand mystère concernant le soutien des réseaux maçonniques à l'entre-deux tours pour le candidat Emmanuel Macron. Marine Le Pen ne faisant naturellement pas partie de leurs invités à cause de la défiance de ces loges de gauche pour le Front National, appeler à voter Emmanuel Macron devient dès lors une évidence. J'ai pris le soin de vous lire la partie de l'interview de l'ancien grand maître du Grand Orient de France dans laquelle il précise bien qu'à défaut d'éliminer de la course à la présidentielle ceux qui n'y ont pas accès ou la snob, comme Lionel Jospin et Ségolène Royal, passer par la maçonnerie ne garantit pas non plus la victoire, mais y contribue quand même. Loin d'essentialiser la maçonnerie comme un réseau omnipotent, je ne tomberai pas non plus dans le même piège que Juan Branco. Tout là-haut, là, chez ces milliardaires, Bernard Arnault, c'est quand même la 4e fortune mondiale. C'est 87 milliards d'euros. Vous imaginez, c'est hallucinant. Eh bien, ces réseaux-là sont secondaires. Qui minore son pouvoir et la sépare du monde financier, car les deux sont souvent liés, formant ainsi un tout. Les réseaux de pouvoir s'interpénètrent entre eux. Elle progresse essentiellement dans les milieux d'affaires que sont les chefs d'entreprise, les cadres supérieurs d'entreprise, éventuellement les notaires, les avocats. Et là, effectivement, ça déplace le pouvoir politique. C'est plus le pouvoir politique traditionnel, mais c'est le pouvoir politique au sens sociétal, économique. Il y a également toutes les entreprises publiques ou ex-publiques, c'est-à-dire EDF, La Poste, Air France, mais aussi les banques ex-nationalisées, tout le secteur mutualiste, où les réseaux francs-maçons jouent un rôle considérable. Et oui, il ne faudrait pas oublier que la maçonnerie à la base était une mouvance agglomérée par la haute bourgeoisie française. Aujourd'hui, même si elle semble s'ouvrir à tous, elle n'a rien perdu de sa volonté de prééminence, et donc d'avoir toujours en son sein des hommes et des femmes d'influence. En effet, elle compte énormément de chefs d'entreprise, de politiques et de professions libérales. Un article publié dans l'Express datant de 2012 va même jusqu'à dire qu'elle nombre 25 à 33% de patrons dans ses rangs. Bon, maintenant, petite question. Pensez-vous qu'elle est vraiment sensible au mouvement des Gilets jaunes, cette maçonnerie ? On verra ça dans le tout dernier point. Après avoir dit cela, je pense qu'on peut mieux comprendre la teneur des propos de l'ancien grand maître Guy Arzizet lorsque ce dernier dit « Chaque initié constitue une petite tête de réseau et que c'est la raison pour laquelle les candidats à la présidentielle accourent dans les loges du Grand Orient pour y plancher. » Bon, maintenant la grande question, qui peuvent bien être ces initiés dont les têtes peuvent constituer un ensemble de réseaux suffisamment puissants que pour pousser des élus candidats à la présidentielle à tendre la main à la maçonnerie? Il paraît évident qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir suffisamment d'influence pour toucher une grande partie de l'opinion publique. Et ce n'est pas les votes des 180 000 membres de la franc-maçonnerie française, à supposer qu'en plus ils votent tous dans la même direction, ce dont je doute, qui auront un quelconque poids sur l'échiquier des urnes. Tout le monde le sait, à moins de s'appeler Donald Trump, la seule force capable de peser sur des élections, et particulièrement à l'entre-deux tours, est médiatique, car la bataille électorale se joue grandement dans les consciences. Et je ne vous apprendrai rien de nouveau en vous disant que les images télévisuelles peuvent avoir un impact sur les cerveaux. Mon analyse s'étend bien au-delà des élections 2017, car bien évidemment Marine Le Pen n'a pas nécessairement besoin que les réseaux des frères 3 points se donnent tant de mal pour l'avoir éliminée. Néanmoins, 2017 était une année assez risquée pour le Grand Orient de France et ses signataires, surtout voyant le silence évocateur de leurs frères de loge, qui ce soir-là pesait tout de même 7 millions de voix. Je vous laisse le loisir de lire l'article en description qui parle de l'influence des loges sur les élections de 2012, quand François Hollande avait la faveur du Grand Orient et d'autres loges situées à gauche, car il était, je cite, maçonnico-compatible et avait proposé d'intégrer dans la Constitution les principes de la très maçonnique loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, idée qui lui avait été insufflée par deux anciens grands maîtres du Grand Orient de France, Philippe Guilmy et Patrick Kessel. Fin de citation. Nicolas Sarkozy était quant à lui assez en froid avec ses réseaux après son discours porté à Latran dans la cité Vaticane. Et vous savez qui finira par gagner ces élections. Mais bon bref, tâchons donc d'essayer de répondre à la question de savoir qui sont ces fameux initiés qui sont zélés au point d'être prompts à propager la voix et les communiqués de leur loge. Mais bon, tout cela, on aura l'occasion de le voir dans le prochain épisode, pas tout de suite. Ce sera non seulement l'occasion de creuser cette question, mais nous aurons aussi l'opportunité de lire un communiqué assez croustillant du Grand Orient de France au sujet du mouvement des Gilets jaunes. Et enfin, nous clôturerons par le sujet brûlant des syndicats et leur acquaintance avec les réseaux maçonniques et bien d'autres. Et on verra ce que cela a pour conséquence. Voilà, que des bons sujets qui mettent mal à l'aise ceux qui veulent que vous ne parliez exclusivement que d'argent, que de pognon, que de BlackRock, que de ceci, que de cela. Moi, j'aime parler de tout. Voilà, c'était la voix de Portici. Portez-vous bien.
Vous m'avez entendu pester en introduction contre les debunkers. Personnellement, je n'ai rien contre ceux qui font bien leur boulot avec humilité et surtout sans idéologie. Mais par contre, ceux qui me dérangent particulièrement sont ceux qui, tout en travaillant avec des médias mainstream, viennent sur internet en reprenant certains codes qui leur donnent des airs swag, mais qui viennent nous répondre les mêmes poncifs qu'on retrouve à la télévision. À savoir principalement le fait que si vous ne pensez pas comme eux, c'est-à-dire les médias dominants, c'est que vous êtes des complotistes. C'est complètement aberrant. Or, pour ceux qui ont fait des études un petit peu littéraires et qui attachent une grande importance au sens des mots, eh ben vous savez très bien que la notion de complot est rattachée au phénomène humain, est rattachée à la nature humaine. Depuis que l'homme est l'homme, les complots ont existé et les complots existeront. Le complot ne se définit rien d'autre comme le fait de se concerter en vue de nuire à une personne physique ou morale. Je veux dire, par exemple, dans les faits divers, il n'y a que des complots pour la plupart. Lorsque vous entendez qu'il y a eu un braquage dans une épicerie, eh ben il y a eu forcément concertation préalable entre les malfaiteurs, donc il y a eu complot. Si les complots n'existent pas, 3/4 des crimes commis en France et dans le monde n'existent pas. Qui parle de complot parle de préparation, parle de préméditation. Les mots ont un sens, mais aujourd'hui pour certains, à entendre certains debunkers, les complots n'existent pas. C'est complètement aberrant. Il y en a même un en gros qui vous fait comprendre que si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Un gars qui travaille pour France Télévisions qui vient vous dire comment il faut penser. Et qu'il faut penser comme la télévision du service public. Du service public qui est infiltré par certains réseaux là dont je vais vous parler au prochain épisode avec preuves factuelles. Je veux dire, on nous prend pour des demeurés ou quoi? Mais bon, comme c'est pas le thème de cette vidéo aussi, je passe directement à autre chose. Mais voilà, je voulais quand même mettre les choses au clair. Je n'ai rien de personnel contre les debunkers qui font très bien leur boulot. Je pense que c'est même nécessaire et salutaire parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi dans les réseaux sociaux et aussi énormément à la télévision. Et je pense qu'ils font un travail salutaire. Je ne parle pas forcément des conspiracy watch et compagnie. Hop, hop, hop. Et juste avant que cette vidéo ne se termine, si tu veux que mon travail se perpétue, eh bien n'hésite pas à le soutenir sur Tipeee ou en regardant quelques publicités sur YouTube. C'est en cela que dépendra l'avenir de cette chaîne. Merci à toi, c'était la voix de Portici. Portez-vous bien.